La ville est notre berceau à nous les hommes. N'est-ce pas elle qui, à travers ses monuments, son habitat, ses activités, ses voies de transport, raconte notre histoire? De la cité antique à la cité marchande, de la cité marchande au pôle de décision et d'attraction, puis à la mégalopole, la ville nous construit comme nous la construisons. Selon le philosophe Michel Serres, l'humanité occidentale quitta donc ici au moins la terre. L'épuisement brutal de la population rurale constitue l'une des ruptures les plus importantes et les plus rares de ce siècle. Cet événement est une rupture et l'on peut dire qu'au XXe siècle, et spécialement dans les années 60-70, le néolithique se termine. Une ère qui débuta voilà 10 000 ans. Le rapport des humains à leur monde sera transformé. Les enfants nés au XXIe siècle ne verront rien de ce que leurs parents ont vécu ou aperçu. Ils vivront différemment et aucun philosophe, aucun sociologue n'est aujourd'hui en mesure d'évaluer l'impact de ce changement révolutionnaire sur les mentalités. Il sera immense. Somebody's got a long way to go. You're not sitting by the phone no more. You're gonna throw it away, crash it on a rock. Je sillonne le monde depuis le fameux sommet de la Terre de Rio en 1992, fixant sur la pellicule les bouleversements des villes du monde. Ces mouvements sont d'une ampleur et d'une vitesse incroyables. Il est rare qu'il soit donné en une génération de pouvoir observer de telles mutations. Mais à qui voyage, le phénomène ne peut échapper. Le Caire, Pékin, Los Angeles, Dakar. La population du monde augmente actuellement, surtout dans les pays en développement, tous happés par la ville. En 2002, j'étais à Johannesburg pour faire le bilan de 10 ans de l'après-Rio. La ville, à peine sortie de l'apartheid, offrait à ceux qui négociaient dans leur bunker l'image de ce qui s'impose aujourd'hui dans toutes les grandes métropoles du monde. Une ville duale, avec en son centre un quartier d'affaires et des hôtels de luxe, où prolifèrent les nouveaux riches en connexion avec les autres riches de la planète. Et en ceinture, ces bidonvilles, où vivent 8 millions de personnes de façon indécente. La ville est devenue vraiment un écosystème au sens biologique du terme. Elle respire, connaît ses plantes rares, issues de la créativité des architectes ou du courage de ses décideurs. Elle vit ses échanges, ses interactions avec le monde et ses territoires, ses envahissantes avec la poussée des bidonvilles, ses menaces et sa destruction du fait des pollutions, de la pauvreté et de la violence. Cette inégalité est problématique et risque d'empirer. La ville est devenue la préoccupation majeure de nos politiques et décideurs. Trop d'erreurs ont été faites et tout va trop vite. Colloques et groupes de travail réfléchissent à la ville de demain. J'ai eu la chance de rencontrer Carlo Ratti, architecte et enseignant au Massachusetts Institute of Technology. Il a été désigné par de nombreux magazines spécialisés comme l'une des 50 personnalités qui comptent pour sa vision du monde de demain. Pour lui, la ville de Le Corbusier est une erreur. La ville du XXe siècle, en fait, l'idée c'était de partager toutes les fonctions
Et c'est de les partager. Donc si on regarde la charte d'Athènes de Le Corbusier, c'est de séparer l'habitation, le loisir, le travail et tout ça. Mais ça, en fait, ça nous crée des villes où il faut multiplier les différentes fonctions et où on a aussi beaucoup de trafic, hein, parce que les gens bougent d'une fonction à l'autre. Saskia Sasken revient sur la fin de ce modèle. Elle est sociologue, professeure à l'Université de Columbia, spécialiste de la mondialisation. On lui doit le concept de ville mondiale, de Global Cities. Dans la ville industrielle, qui a généré de transport public, de réseaux qui a traversé la ville, parce que tant de postes de travail avaient besoin. Vous savez, c'était une structure économique différente. Dans les vieilles villes comme Paris ou même New York, il y a de transport public et vraiment fait connexion. Ça connecte la ville. Hein? Mais maintenant, dans les nouvelles villes, on voit souvent que ce n'est pas comme ça. C'est un autre concept. Il y a vraiment deux villes. Il y a dans les grandes slums, il n'y a pas le transport public, disons, n'est-ce pas? Le slum devient plus et plus grand. Alors, on commence à voir une espèce de fragmentation et la part élite a de grands de systèmes très très bons de transport. Par exemple, les gens pauvres qui habitent en ville n'ont pas bon moyen de transport pour aller au poste de travail qui sont hors de la ville. Ça, c'est très typique aux États-Unis. Plus les voitures avancent, plus les glaciers reculent. Nos chers petits moteurs produisent du CO2 qui agit comme une couverture chauffante. Mal réglée, c'est pire. On ne peut pas supprimer les voitures, mais on peut les faire régler. Et puis on peut les prendre moins souvent. Alors, marchez, c'est magnifique de marcher. Et puis alors là, c'est totalement gratuit. La prochaine fois, je vous raconte comment on tue les ours avec une télévision. Après l'adoption de la déclaration de Rio en 1992 par 170 chefs d'État en 2500 recommandations, on pense détenir les clés de la ville future, la ville durable. La ville durable est celle qui s'intègre dans son environnement économique et social en respectant les engagements pris à l'échelle globale. La réduction du CO2, le respect de la biodiversité, la démocratie participative. L'agenda 21 devient son mode d'emploi. À partir de 1992, les sommets internationaux ne sont plus réservés aux diplomates. Les élus y sont associés. Ils échangent leurs expériences et s'impliquent dans des réseaux de plus en plus puissants. Jean-Claude Antonini, alors maire d'Angers, est aujourd'hui responsable de la communauté. Il a été un des premiers à le mettre en œuvre. Johannesburg et Rio ont eu leur importance. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on rassemble. C'est des moments qui n'ont pas de volonté de tout transformer, mais simplement on focalise à un moment donné toutes les tendances, toutes les réflexions, toutes les options, toutes les aspirations pour un objectif. C'est-à-dire qu'actuellement il se passe ce qui se passe lorsqu'on a de la limaille de fer qui est étalée sur une table. Elle existe et il suffit d'un champ magnétique fort, d'un aimant, pour qu'elle s'oriente dans le même sens. Et je suis surtout passionné par le développement durable depuis Rio. J'étais allé pour parler du bruit et je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque et que le vrai problème, ce n'était pas les nuisances, les pollutions immédiates que subissaient les citoyens, mais c'était le concept même du développement qui était en cause. Les gens sont mûrs pour se rendre compte que le développement tel qu'on l'a connu et dont ils commencent à souffrir, celui des années 70, celui des années 80, où on faisait tout et n'importe quoi, aux dépens de tout et de n'importe quoi, ce n'était plus possible. Nous pensons maintenant qu'un avenir avec une économie en économisant notre sol, en économisant nos ressources, en participant davantage, eh bien je crois que les gens, oui, les citoyens sont prêts à le vivre. Les premières expériences d'Agenda 21 sont apparues en 1996. Elles vont être favorisées par la loi Voynet
qui étend le projet de ville au territoire. Les villes du Nord, au cœur des problèmes sociaux et des risques industriels, Valenciennes, Grande-Synthe, Dunkerque, s'engagent rapidement. Octobre 1996, à Barcelone, un jury européen attribue à Dunkerque, ville industrielle de Flandre, le prix des villes durables. Pour cette agglomération marquée par la pollution et les crises, c'est une surprise de taille. Avec l'obtention en octobre dernier du prix des villes durables à Lisbonne, nous sommes aujourd'hui sollicités par de nombreuses villes européennes. De plus en plus, nous avons des contacts avec les autres villes d'Europe, et pas seulement d'Europe d'ailleurs. Nous avons également des contacts maintenant qui sont au plan international. Et ces contacts sont très profitables. Il ne s'agit pas de produire assistance à ces pays, mais il s'agit bien d'échanger. Ils ont bien souvent des choses à nous apprendre. Dunkerque élabore à cette occasion une synthèse d'une réflexion vieille de 20 ans. Une réflexion qui tente de concilier environnement et développement industriel. Cette ville de 150 000 habitants, patrie de Jean Bart, depuis toujours tournée vers la mer et des contrées lointaines, se sent proche des grandes capitales européennes. Une succession de crises lui ont donné une grande capacité d'adaptation. En 1958, l'État a décidé d'implanter sur le littoral nord ce qu'on a appelé la sidérurgie sur l'eau, ce qui a bouleversé complètement le paysage. Troisième port de France, premier port minéralier, Dunkerque est une place d'industrie lourde, sérieusement touchée par les nuisances liées à des industries comme les raffineries, la pétrochimie, la sidérurgie, l'énergie nucléaire. 8 sites sont concernés par la directive Seveso qui gère le risque majeur. Et c'est en réaction un peu par rapport à ça que les communes ont souhaité se solidariser et ont créé la première communauté urbaine volontaire de France. Cela ne suffisant pas, elles ont décidé de se doter d'un outil spécifique qui soit à même d'assurer la transversalité des tâches. Et cet outil, ça a été l'agence d'urbanisme de la région Flandre-Dunkerque qui a été créée en 1972. Autour du pôle sidérurgique, les villes nouvelles grandissent comme des champignons. Dunkerque apprend à dessiner la ville, à intégrer, relier entre elles ses municipalités aux activités et aux couleurs variées. Et d'emblée, le tissu associatif très riche de la région de Dunkerque, et en particulier dans le domaine de l'environnement, ce tissu associatif a souhaité être entendu à l'occasion de ces réunions qui n'étaient représentées que des élus et des techniciens. Et le président de la communauté urbaine en place a répondu favorablement à la demande de ces associations, en souhaitant toutefois qu'elles ne se présentent pas en ordre dispersé à l'intérieur de ces commissions et qu'elles-mêmes se solidarisent à l'image un petit peu de ce que les élus avaient fait en créant la communauté urbaine. Et c'est ce qui a donné naissance en 1974 à la création de l'ADELPHA, Assemblée pour la défense de l'environnement du littoral flandre-artois, qui était forte et qui l'est toujours d'ailleurs d'une vingtaine d'associations de protection de l'environnement. Ainsi, Dunkerque dispose d'une coordination d'élus et à cette coordination d'élus vient s'ajouter une représentation solide de la société civile. Immédiatement, une série de problèmes fédèrent cette coordination. La pollution atmosphérique, la destruction des dunes littorales. Par cette démarche civile, Dunkerque va prendre 10 ans d'avance. L'ensemble du mouvement, enfin une bonne partie du mouvement associatif de défense de l'environnement est né ici à Dunkerque dans la foulée, si je puis dire, de l'opposition à la centrale de Gravelines. De ce point de vue-là, s'il n'y avait pas eu la centrale, il n'y aurait sans doute pas un vivier associatif aussi fort ici. Savoir maintenant si c'est une chance pour Dunkerque d'avoir Gravelines à côté, c'est peut-être un peu paradoxal. Je ne pense pas. Je pense qu'on serait peut-être mieux avec moins d'associations, moins de pollution, moins de risques. Dunkerque se croyait puissante. La crise de la sidérurgie et des chantiers navals va démontrer à quel point le tout industrie lourde est fragile. Dunkerque ne sombre pas. Rassemblant les forces des uns et des autres, s'appuyant sur la culture de réseau et de concertation, les partenaires élaborent une politique d'aménagement industriel qui réconcilie activité et vie urbaine. Un schéma d'environnement industriel est élaboré, prévoyant des principes d'aménagement, un traitement paysager, l'organisation des routes et des dessertes, selon un cahier des charges commun. Il est évident qu'il y a
beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a des choses intéressantes qui ont été faites un peu en avance par rapport à d'autres. Je pense que c'est peut-être ça qui a été aussi primé, si je puis dire. Puisque en termes de collecte sélective, Dunkerque est l'une des premières villes. Mais il demeure quand même que le problème de la qualité de l'air reste entier ici à Dunkerque. Que, par exemple, le problème de la qualité de l'eau va se poser de manière absolument cruciale dans les années qui viennent. Donc il reste beaucoup à faire. Et j'ai un peu peur maintenant, moi, que la notion ville durable devienne gadgetisée, si je puis dire. Ça, c'est un risque évident. Et il faudrait que la notion de développement durable vienne vraiment comme a priori, comme principe premier lorsqu'on fait quelque chose, et non pas comme concept qu'on va plaquer derrière un certain nombre de réalisations qu'on aurait fait de toute façon, développement durable ou pas. En 2002, à Johannesburg, la France n'a signé que 35 Agenda 21. Aujourd'hui, nous en sommes à 400. Mais il y a Agenda 21 et Agenda 21. Certains, menés par des consultants selon des normes, des objectifs et des modes d'emploi, restent souvent éloignés du réel ou ne donnent qu'un beau projet de ville peint en vert. La construction d'un simple écoquartier suffit parfois à se donner bonne conscience. D'autres se sont impliqués réellement dans une concertation des populations, traitant les problèmes en y associant de nombreux acteurs. Et les résultats sont bons. Face à la difficulté du projet, les premières réalisations sont devenues des exemples. Tous les élus français ont visité les quartiers solaires de Fribourg ou les écoquartiers de Betzed en Angleterre. Mais peut-on les répliquer à Rome ou à Barcelone ? Et pour cause, il y a du monde et des difficultés sur les périphériques à l'extérieur, entre la porte d'Auteuil et la porte d'Ivry, vous freinez, et à l'intérieur, entre la porte d'Ivry et la porte d'Orléans, vous traînez. Les réductions de CO2 imposées par l'Europe conduisent les villes à adopter des plans de déplacement urbain et à mettre en œuvre des plans climat. L'objectif est de limiter au maximum la circulation et les flux de la ville. Les technologies de l'information deviennent un outil indispensable. La mobilité, c'est une des choses où les nouvelles technologies peuvent nous aider beaucoup. Donc une chose très simple qu'on peut faire, c'est d'abord partager les données en temps réel. Ça nous permet de prendre des décisions et donc de faire de l'actuation du système, de changer le système, parce que tous les citoyens vont changer disons, la façon d'aller de A à B ou d'aller au travail, à la maison, en fonction des conditions en temps réel de la ville. Donc ça, c'est un exemple très simple d'actuation du système. La ville de Paris, elle a maintenant pas mal d'années d'expérience dans le domaine de la 2G, de la 3G, du Wi-Fi. Et bien évidemment, les smartphones se sont développés, les tablettes, et ça a créé des nouveaux services de mobilité. Et ces nouveaux services de mobilité révolutionnent quand même un peu la façon de vivre la ville. Déjà pour commencer, la façon de se repérer dans la ville. Vous voyez de plus en plus de gens qui ne se servent plus de plans papier, mais qui se servent de leur smartphone, que ce soit Google Maps, Orange Maps, ou Page Jaune, ou Mappy. Enfin, il y a toute une série de services de géolocalisation et de construction d'itinéraires. Beaucoup de gens se servent aussi de leur smartphone pour savoir quel est le meilleur moyen de transport à utiliser, où est la station de Vélib la plus proche, est-ce qu'il y a des Vélib disponibles dans cette station, etc. etc. Donc il y a toute une gamme de services qui ont commencé d'ailleurs par les services de déplacement, qui se sont déployés, et la ville a aidé cela avec sa politique d'open data, c'est-à-dire de mise à disposition des données publiques, de façon à ce que les gens puissent avoir toute une série d'informations, pas seulement sur les déplacements, mais également sur le temps, sur la pollution, sur les parcs et jardins disponibles, sur les horaires d'ouverture des piscines, et que sais-je encore. Donc si vous voulez, la ville devient un système de services en temps réel, et un système d'information en temps réel, accessible en mobilité, et ça change beaucoup de choses dans la façon de vivre la ville. Alors, les technologies sont évidemment présentes parce que les technologies, elles sont partout. Aujourd'hui, 5 milliards de téléphones portables, presque 1 milliard de personnes sur Facebook, c'est pour demain, c'est plus une question de riches et de pauvres. On a un outil technologique qui favorise une gestion intelligente de la ville, donc dans tous ces croisements, et un risque technologique qui est que
que ces outils nous encouragent encore plus à aller vers une segmentation de la société. Pour ma part, j'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie émergence par les utilisateurs, qui est une chance extraordinaire pour la ville, de changer un écosystème informationnel, mais changer complètement la relation, l'organisation même de la ville. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie évolution qui est en train de se faire. On a une vision portée par la télévision, par certains élus, mais c'est aussi des questions générationnelles. Hein. À un moment donné, se mettre en situation, chacun d'entre nous, de produire de l'information, de la coproduire, de la partager, et donc de vouloir aller vers une démocratie plus contributive, ça, personne ne l'a appris. En tout cas, les plus jeunes aujourd'hui sont familiarisés avec ça. C'est normal pour eux de recevoir une information et de la transformer. L'époque de l'édition du livre de Gutenberg, c'était dupliquer pour le plus grand nombre un objet identique. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est une information, c'est des outils, c'est des images, tout est en mouvement. Et il y a aujourd'hui une appropriation assez extraordinaire qui est en train de se faire dans les villes et pas forcément dans les plus riches, de gens via des logiciels de mapping, d'information, etc., où les gens agissent, interviennent, partagent, coproduisent, discutent. Il y a émergence de beaucoup de choses, mais c'est vrai que très très vite on est confronté, mais comme toute prise de pouvoir, je crois, enfin, à une confrontation avec un pouvoir installé. Malheureusement, ce saut qualitatif n'est pas forcément pris en compte par les villes qui explosent dans les pays émergents. À Pékin, la ville vit seulement notre révolution haussmannienne. On détruit le cœur et l'âme de la ville au profit de la voiture. Toutes les activités industrielles et commerciales sont déplacées en périphérie. Il était extrêmement facile de construire en dehors des murailles. Ça a été à partir de 57-58 que Mao a ordonné la destruction des murailles. À partir du moment où on a touché à ces murailles, eh bien, on a complètement perturbé le sens même de l'urbanisme à Pékin. Et après, ça n'a été qu'une longue série de catastrophes. Cette ouverture des murailles crée une brèche au cœur du Pékin historique dans lequel s'engouffrent les chantiers. Chaque quartier était entouré de rues relativement larges, dont on voit encore quelques traces. C'est l'intérieur des petits quartiers qui était minuscule. Là, évidemment, les voitures n'entrent pas, ou très mal. Or, on aurait pu mieux anticiper les besoins de la ville moderne. On pouvait circuler parce qu'il y avait ces grands axes qui avaient été construits et qui étaient construits aussi bien pour le passage des empereurs que pour le passage des esprits. Il y avait les esprits devaient circuler aussi pour ne pas trop gêner les humains. Heureusement, Mao a utilisé ces deux axes pour ouvrir la ville à la circulation. Ça n'a pas été totalement anarchique en ce sens que l'axe nord-sud, là, on pouvait quelque part pas y toucher, ne serait-ce qu'à travers la structure de la cité interdite qui ponctue la structure de la ville. Donc cet axe de l'avenue Chang'an qui est est-ouest, qui traverse toute la ville d'est en ouest, bon, c'est Mao qui a donné l'ordre de construire cette énorme avenue, a quand même respecté le tracé de cette avenue, et de même, dans l'axe nord-sud, là aussi, il a respecté un peu la structure de la ville, mais il ne pouvait pas faire autrement. Les Chinois travaillent beaucoup avec les constructeurs américains, un petit peu les constructeurs japonais, et avec une volonté de travailler de plus en plus avec l'Europe.
Et c'est là où Environnement SA, qui est numéro 1 européen, a été demandé, soit sur des projets Banque mondiale en Chine, soit sur des projets directement financés par les municipalités. On est là pour fournir des appareils qui donnent les bonnes valeurs. Après, c'est eux qui peuvent interpréter de façon globale une évolution. Ici, on a un appareil de mesure de particules. Là, il y a une quantité de poussière qui est forte. Il y a 10 ans ou 20 ans, on mesurait surtout les fumées noires. Les fumées noires, c'était de la suie. Donc des fumées très noires, donc c'était des mesures, on regardait un peu la noirceur de la tache. Et on s'aperçoit que c'est idiot, la couleur. Bon, il peut y avoir des particules blanches de ciment, par exemple, qui n'étaient pas prises en compte. Et le problème de Pékin est plutôt un problème de particules, de poussière, de vent, de sable, même de poussière naturelle, qui s'accentue, qui est assez fort. Et le problème de ces poussières, on pourrait dire que ce n'est pas une pollution, mais quand il y a des gaz, qu'il y a un peu d'humidité, les gaz vont se piéger sur les particules. Avec l'humidité, elles deviennent acides. Et donc, elles sont beaucoup plus problématiques pour la santé. Les normes environnementales ne sont pas encore en phase avec celles de l'équité sociale. De plus en plus dans les pays en développement, les villes grossissent comme des champignons. Et on y manque cruellement de moyens. Quand j'arrive dans une ville d'Afrique, tous mes référents exemplaires du développement durable sont remis en cause. Comment par exemple le maire de Dakar, Kahalafi Babacar Sall, peut-il respecter les normes conseillées par le protocole de Kyoto ? 40 ans de pauvreté ont fait que le développement de notre continent a été déséquilibré au détriment des campagnes en faveur des villes. Donc on a eu un développement très rapide de nos villes et malheureusement un développement mal maîtrisé, peu maîtrisé ou non maîtrisé. Aux structures à Dakar, les mêmes normes appliquées à Paris ou à Lyon, en étant sûr que je n'en aurais pas les moyens. Nous avons mis en place une structure de gestion de la qualité de l'air à Dakar. On a des stations pour gérer la qualité de l'air. Mais quelles sont les voitures que j'ai? C'est des voitures qu'on importe d'ici. Les voitures neuves n'étant pas accessibles, nous sommes obligés de limiter les importations. Nous avions dit des voitures de 5 ans. Nous avons reçu la pression de notre diaspora, nous l'avons portée à 8 ans. Bonjour les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on, puisque ne construit pas les voitures, on les importe et que les gens ont besoin de mobilité? Devons-nous régler le problème de la mobilité globale par un transport en commun à développer? Ce transport en commun, il peut être par le biais de cars, par le biais de tramways et autres. Les coûts, nous avons des limites objectives. Pour ceux qui ne connaissent pas notre ville, c'est une ville côtière de 550 km² et qui est une presqu'île. Le colonisateur, j'ai rien contre lui, avait pris nos meilleurs sites et y avait installé des usines. Aujourd'hui, vous savez, la place des usines, c'est pas dans les plus belles plages, c'est pas dans les zones côtières. Alors, si nous devons réaménager la ville, créer des espaces de vie et de rencontre, nous sommes obligés de les enlever. Ou on use des méthodes des républiques bananières sans droit, on les dégage, ce qui serait inacceptable parce que vous n'aurez plus jamais un investisseur pour venir, parce qu'ils se disent qu'il y a l'insécurité des investissements chez nous. Ou nous discutons avec eux et nous peinons à avoir des moyens de les dégager. Et malheureusement, en Afrique, la décentralisation n'a pas encore autonomisé les collectivités locales qui ne se sont pas émancipées et qui accèdent difficilement au marché. Donc, aujourd'hui, il y a une seule chose qui se fait à nous, et je crois que c'est le choix de beaucoup de nos collègues d'Afrique. La décentralisation va connaître une nouvelle évolution en Afrique. Cette décentralisation va faire des collectivités locales des offreurs de services. Nous allons essayer de satisfaire la demande publique. Thank you. Eldorado et enfer, la ville est tout cela. Cœur qui aspire les riches, cœur qui rejette les pauvres. Chaque traversée de ville
me rend palpable cette dualité qui grandit. Au milieu de ces flux d'hommes et de femmes en survie, qu'aucune barrière ne pourra freiner, la ville ne peut plus se penser comme un îlot, comme les villes des siècles précédents. Aux problèmes environnementaux partiellement traités s'ajoute désormais la grande question sociale. Ça veut dire que tout ce secteur de classe moyenne, secteur de petites entreprises à profit, medium profits, que circule et recircule ce qu'il fait, ce qu'il gagne, etc. dans l'espace de la ville et qui génère une espèce de stabilité de la ville, mais aussi une zone qui peut connecter les riches et les pauvres. Vous savez, cet espace intermédiaire est très important. Ça diminue en importance, diminue dans son pourcentage de la population, de toutes les firmes qu'il y a. Alors l'espace de ville globale devient un espace assez contesté, assez binaire. Il y a encore une classe moyenne, mais c'est une classe moyenne qui devient plus riche ou plus pauvre. Et par exemple, à New York, toutes notre grandes villes sont vraiment des machines pour produire de la richesse. Ils sont bien. Et inévitablement, il y a de la inégalité là. Il y a des inégalités et des inégalités. Alors, à New York, j'aime beaucoup ce chiffre. À New York, dans 1979, le 1% au top de ceux qui étaient le gagneur de salaire, les gagneurs de salaire, qui sont très riches et ont des autres sources de income, à recevoir le 12% de tout le salaire que la ville de New York produisait. Maintenant, 2009, cet 1% reçoit 44% de tout la capacité de salaire. Et salaire, c'est seulement une mesure. C'est au top en des autres sources. Alors, ça vous donne une idée, un microcosme d'une structuration très très différente de cette ville. New York est un peu extrême, mais ce n'est pas la seule. On voit ça se répéter dans tant de villes. Cette dualité engendre des murs et des violences qui ne sont pas forcément ceux et celles que nous percevons le plus. Ce qu'on appelle violence urbaine, ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas tout ça que ça se passe depuis tant de millénaires aux villes. Mais cet espace ces manifestations avec un peu de violence, que ça devient une manière pour ceux qui n'ont pas pouvoir, ceux qu'on ne peut pas écouter, on ne peut pas sentir parler, une manière de faire un acte de communication. So, urban violence is speech, comme on dit en anglais, c'est avoir voix. Il nous faudra trouver une réponse à cette demande des exclus. Heureusement, nous ne vivons pas tous dans des mégalopoles. Les grandes villes, qui ont une longue histoire, continuent de pulser en rythme avec leurs habitants. Grâce aux nouvelles technologies, les citoyens ont donné l'impression de faire de plus en plus corps avec leur ville. Que ce soit le mail, la plateforme téléphonique, le 3675, ou différents autres outils sur paris.fr où les gens peuvent participer à des forums, questionner leurs élus. Mais je crois que ça va aller plus loin. Ce qu'on appelle justement l'open government, ce sont des systèmes où les gens peuvent participer en temps réel ou en temps légèrement décalé à un débat, à une discussion sur une prise de décision. Par exemple, je pense que ces outils peuvent révolutionner toutes les procédures de concertation qui sont aujourd'hui intéressantes, mais réservées à des gens qui ont du temps, parce qu'il faut se déplacer physiquement. Il faut venir participer ou il faut déposer un document dans une enquête d'utilité publique. Bref, ce sont soit les associations militantes, soit les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas des emplois très prenants, qui peuvent participer aujourd'hui aux procédures de concertation. Demain, grâce au web, grâce au smartphone et aussi grâce aux outils, aux plateformes de discussion qui auront été inventées, on pourra avoir une participation beaucoup plus large du public qui pourra donner son avis. Et je pense même, si on fait un peu de science-fiction,
que dans les années qui viennent, on aura des outils qui permettront aux gens, au fur et à mesure qu'un projet se transformera, de donner leur opinion. Par exemple, un architecte met sur le web en accès ses projets pour un bâtiment ou pour une zone, et les gens disent ça me plaît, ça me plaît pas. Ils peuvent même taguer sur le schéma en 3D les choses qui leur plaisent ou qui leur plaisent pas. On peut imaginer des dispositifs comme ça qui rendent beaucoup plus simple et beaucoup plus vivant le débat démocratique sur les grands projets. Illusion ou véritable nouvelle démocratie? Les exemples d'interaction élus-citoyens ne sont guère probantes. La récente expérience menée autour du débat concernant le projet du nouveau forum prouve que l'on ne tient aucun compte des avis citoyens pour corriger un projet mal engagé. En attendant que le temps donne le temps au temps, dans ce monde qui galope, la ville globale se dessine. Véritable monde sous bulle, déjà annoncé par nos écrivains fictionnistes, Jules Verne, Huxley, Barjavel, Orwell. Ils ont tous prédit les risques qui nous menacent, car la ville globale est en rupture totale avec ce qui l'entoure. Ça commence il y a 30 ans, les grandes villes deviennent un espace stratégique. Et alors de là émerge pour moi une découverte, disons, que c'est un type de ville qui est un espace de production, mais des productions de capacités organisationnelles très complexes. La ville globale n'est pas la ville de grandes maisons de gestion. Il y en a beaucoup, mais c'est un espace de production, une production qui se fait en réseau, toute une série de formes de connaissances, de types de professionnels et de types de firmes qui sont très, très spécialisés, très innovateurs. Ce qui émerge, c'est un espace intermédiaire où les grandes firmes peuvent acheter la connaissance spécialisée qu'on a besoin, très spécialisée. Ça internationalise, vous savez, parce qu'on you bring in talent, comme on dit, ça c'est le langage du business. Alors, mais l'autre chose, cette économie très spécialisée a une grande demande de travailleurs qui ne sont pas spécialisés du tout. Hein. Résultat, à New York, Berlin, Pékin, un monde à deux vitesses, où les sachants connectent le pouvoir des décisions, échangent leur savoir de la finance ou des nouvelles technologies, tandis qu'une masse de salariés mal rémunérés est reléguée à l'exécution, aux missions de service ou de phoning. Sassy Sasken pense qu'il faut inverser cette tendance, que les maires ont encore un vrai pouvoir. Ils ne doivent pas être à la remorque des multinationales comme ils l'ont été dans les récentes périodes de crise. Le pire, c'était dans les années 80, quand les villes étaient assez pauvres, le nouvel format économique commence. C'était une crise totale pour ces villes. Et je dirais que maintenant, les villes ont appris quelque chose. Parce qu'il avait la peur, c'était cette notion de la hypermobilité des grandes entreprises. Mais c'est qu'on oubliait que les grandes entreprises mondiales n'ont pas besoin seulement d'une, comme la capitale de l'Empire. Ça n'existe plus. J'ai dit ça aujourd'hui, je pense. Mais ils ont besoin d'un réseau de villes. Il faut qu'ils reconnaissent, c'est pour ça mon bouquin de Global City avait aussi ça comme projet. De démontrer. Et moi, je n'étais pas urbaniste. J'ai commencé avec l'économie mondiale et son systématicité. Et j'ai fait l'argument, ils ont besoin, pas de ville globale parfaite, ça n'existe pas, mais de plusieurs. Pour moi, il y a une systématicité dans ce secteur économique mondialisé qui fait des mondes, qui a besoin de réseaux de villes. Et ça, c'est quand même pour moi une plateforme pour faire une politique de revendication, vous savez. Non, c'est scandaleux. It's like highway robbery. Et j'ai dit toujours au maire, il ne faut pas, don't sell it all, don't give it all away, sell it. Il y a une politique à faire de collaboration au niveau international à partir de certains secteurs spécialisés et un nombre limité vraiment de villes. Vous savez, it's manageable. It is not all the cities or all the firms. Ça, c'est not manageable. Alors, il y a des réseaux très spécialisés et ça, c'est aussi manageable, gestionnable pour des mairies qui peuvent faire alliance autour de certains secteurs.
Les réseaux qui lient les villes entre elles se multiplient donc et se spécialisent à échelle de leurs besoins. Si elle s'ouvre au monde, la ville cherche de plus en plus son autonomie. Mais elle doit au monde extérieur son approvisionnement et sa respiration. En suivant les expériences de jardins partagés, en filmant l'opération extraordinaire de Nature Capitale, en suivant pas à pas Patrick Blanc dans son expérimentation des murs végétaux, ou Éric Orsena à l'origine de l'association Cité Verte, j'ai vu grandir ce désir de nature et d'autoproduction des citadins. Il faut qu'on trouve un moyen de densifier les villes pour ne pas trop dévorer l'espace. Il y a une autre question qui est intéressante, je crois, c'est en fait la distinction entre ville et campagne n'est plus aussi claire qu'avant. Donc comme le disaient les humoristes, c'est Alphonse Allais je crois, il faut mettre les villes à la campagne à la ville, plus que les villes à la campagne. Donc l'idée c'est mettre la campagne à la ville. Pourquoi ? Parce que chacun sait, et c'est ce que nous abordons dans notre cercle, chacun sait que nous avons besoin de végétal dans les villes. Pourquoi ? D'abord, il y a des questions symboliques, parce que le végétal, c'est du rythme. Le végétal, c'est du vivant. On a besoin de vivant. En plus, il y a tous les bienfaits qu'on peut imaginer de retraitement, de bon air, etc. etc. Mais c'est aussi et surtout une sorte de contact avec l'essentiel. Nous sommes du vivant. Donc nous ne sommes pas faits pour vivre au milieu des pierres et du béton. Nous sommes pour avoir des contacts là. Donc c'est pour ça que les murs végétalisés, c'est pour ça que le travail sur les arbres en ville, c'est pour ça que les pistes disant qu'on pourrait avoir des jardins au milieu des villes, c'est pour ça que toutes ces dimensions-là, et on a des exemples à l'étranger, beaucoup, des exemples en Allemagne, en Hollande surtout, tous ces domaines-là, toutes ces expériences-là semblent passionnantes. Donc ceux qui ont abandonné sur l'hôtel du court terme toutes ces relations avec l'environnement seront tout à fait défavorisés par rapport à ceux qui auront gardé ce lien avec la nature, qui sera absolument nécessaire et demandé. Donc c'est sûrement un très mauvais calcul de penser que puisqu'on est en crise, il faut oublier la nature et se préoccuper que l'emploi. L'emploi viendra d'une bonne relation avec la nature. Le mouvement est encore en devenir. Alors qu'on chasse encore les jardins à l'extérieur de la ville pauvre, on réintroduit les fermes sur les toits de New York. Mais pour qui ? On peut le romantiser un peu comme ça, vous savez, mais ça commence vraiment avec des gens pauvres, il faut dire. La première fois que j'ai vu ça, c'est que moi j'habitais à Chicago, et c'était des gens pauvres et des étudiants qui ont fait alliance et qui ont dit il y a aussi de terrain pas occupé, on va l'occuper. Et on commence parce que les gens il y a vraiment une pauvreté très sérieuse. Aux États-Unis, il y a 40 millions de gens qui n'ont suffisamment à manger. 40 millions. À New York, c'était des groupes communautaires, des activistes pour l'environnement. Alors, ça change aussi. Maintenant, on commence à utiliser une image. C'est le rural qui entre dans la ville. On voit ça aussi au niveau de comment certains neighborhood, quartiers, qui sont assez pauvres, souvent avec des immigrés, comme ils commencent à constituer une espèce de sub-économie, une économie locale très petite, qui est une économie partielle, mais qu'ils cherchent de faire, par exemple, faire le table, le shelf, dans le quartier. Vous savez, c'est une espèce de nouvelle économie of survival. Très élémentaire souvent. De survie. Oui. Mais il y a un vrai, à l'autre côté maintenant, de restaurants à New York commencent à acheter. C'est pour ça qu'il y a maintenant, c'est une growth industry, le urban farms. Et ça veut dire aussi qu'ils présentent à leurs clients ce que c'est en saison. Au lieu, et ça devient chic. Le nouveau chic, c'est on ne mange pas toujours tout,
Mais on mange en saison. La seule certitude que nous ayons aujourd'hui, c'est qu'un avenir est en construction, dont aucun philosophe, aucun sociologue, comme nous le disait Michel Serres, ne peut nous dire de quoi il sera fait. C'est une très bonne question et je pense aussi que la technologie, ça va nous permettre de réconcilier un peu cette fracture. En fait, c'est le rêve d'Élisée Reclus. Il souhaitait en fait qu'on pouvait prendre le mieux de la ville et le mieux de la campagne. Et je pense qu'on peut, petit à petit, on est en train d'y arriver. Parce que finalement, je ne pense pas que la ville de demain, ça sera très différente au niveau physique de la ville du passé. La ville du passé, la ville d'il y a 1000 ans ou 2000 ans. Aussi, aujourd'hui, on a besoin de plans horizontaux, on a besoin de fenêtres pour nous protéger. Par contre, ce qui va changer beaucoup dans la ville de demain, c'est ce qu'on va faire dans ces espaces. Là, ça va être radicalement différent. Par exemple, on peut se rendre compte de ça seulement en regardant à quelque chose comme le téléphone mobile, comment ça a changé notre vie dans les derniers 20 ans. La façon dont on se trouve aujourd'hui, dont on cherche quelque chose, donc on se tient en contact, est complètement différente de ce qu'on avait il y a 20 ans. Et donc si on prend ça, c'est seulement un exemple de ce qu'on va voir dans les années qui viennent avec une échelle beaucoup plus vaste. Comme Saskia Sasken qui attend que la ville nous livre sa voix, au sens politique du terme, her voice, Carlo Ratti attend une réponse scientifique. Il ne s'agit plus de collecter des données, mais de les faire travailler ensemble afin qu'elles produisent de l'information, qu'elles nous donnent une autre voix de la ville, d'une ville vivante. D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on a vu dans une exposition au MoMA, au Musée d'Art moderne de New York, il y a quelques mois. Cette exposition s'appelait Talk to Me. Parle-moi. Et l'idée, c'était véritablement qu'à cause de la technologie, nos objets, nos maisons, nos villes, sont en train de nous parler. Certes, nos objets vont nous parler. Ils vont être salutaires pour économiser l'énergie, réduire les pollutions ou protéger la biodiversité. Mais ces nouvelles technologies ne vont-elles pas accentuer la rupture numérique déjà présente et renforcer les inégalités ? Déjà, l'intégration des pauvres et de ceux qui viennent d'ailleurs est difficile. Une ville comme Paris tente de construire la ville tout-monde, la ville où se rencontre désormais le monde. Elle lutte contre les communautarismes, mais pour combien de temps ? Je crois que la ville est de facto la grande ville, une ville comme Paris, aussi une ville comme Atlanta. Ce sont des villes tout le monde, si j'ai bien compris la phrase ici. Le problème, c'est quand il y a un problème, comment est-ce que ceux qui ont accès aux instruments pour trouver la solution. Par exemple, il y a un peu une disturbance militarisée, ou criminaliser la réponse pour ce qui s'est passé ici à Paris. La sécurité. Ce n'est pas la manière de le faire. Vous savez, il faut accepter qu'il y a tant d'inégalités et tant d'isolement. Il y a des barrières invisibles, on ne les voit pas, mais ils sont là. Ce sont des grands murs, pas comme Israël-Palestine, mais vous savez, l'équivalent systémiquement parlant. Et alors, un acte de violence peut être vraiment un attente de parler, d'avoir voix. Alors il faut écouter, parce qu'il y a des choses là qui se passent. Et là, alors il faut répondre d'une manière qui intègre et pas antagoniste. Le pire a été ce que Sarkozy a choisi à faire. Je ne sais pas que c'est seulement Sarkozy, c'est en avant déjà aussi, mais de répondre à un acte de violence simplement de la manière plus élémentaire et dire un acte de violence, here comes the police. Dans certains cas, c'est une erreur. Dans notre grande ville, où il y a toutes ces conditions négatives, d'isolement, inégalité, emploi haute, on ne peut pas. J'ai un petit projet que j'appelle la ville à voix. Speech. En anglais, c'est un peu différent. Speech. Has speech. C'est un terme qu'on utilise aussi dans la loi. Who has speech? Un petit enfant
même si très privilégié, en face à un juge, hein, n'a pas speech, maintenant dans la loi. Hein. Et je dis, la ville a speech, mais on ne sait plus cet langage. On a perdu la capacité de comprendre le langage de la ville. Ici, au lieu d'une ville globale, des multinationales, les peuples et les élus, disposant encore de plus de pouvoir, dessinaient ensemble la ville globale. La ville tout-monde, où se mêlent communauté et culture, où comme la nature, la culture de l'autre, s'immisce dans notre quotidien par la nourriture, l'habillement, les arts. Pourquoi pas ? Are we going crazy? It's not fair to say we wasted time. In my view, we just used it all up. It's not fair to say we wasted time. In my view, we just used it all up. What hurts you hurts me too. I find it hard to make right. I know I've been a pain lately, that I failed in every test, oh I did wrong. Oh man, what are we seeing here? Life's changed, oh we share a similar fire head, so there's nowhere to go. Lost change and things are brave. Somewhere we got lost and can't be